Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une de l'actualité, cette plainte déposée contre X par le maire de Basse-Pointe en ligne de mire des cadres de la municipalité qui auraient touché illégalement des primes. Selon Marie-Thérèse Casimirius, près de 2 millions d'euros auraient été détournés. Couper les branches, couper le tronc, quelle que soit l'importance de la coupe, élaguer ne s'improvise pas. En cette période cyclonique, les professionnels ont donc du pain sur la planche et le tout avec des règles de sécurité très strictes. Une nasse spéciale poisson-lion, c'est ce qu'ont pu apprendre à fabriquer les pêcheurs de l'Espace Sud aujourd'hui. Dans le cadre de la semaine de la pêche et de l'aquaculture, un atelier spécial les a réunis aux Anses d'Arlet. Et puis la série sur les chevaux ne saurait exister sans une rencontre avec un maréchal ferrant. En Martinique, il n'en existe que 2 et au-delà du ferrage des chevaux, il s'agit vraiment de prendre soin de l'animal, mais la profession n'est pas sans danger, nous le verrons tout à l'heure. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette plainte déposée contre X par le maire de Basse-Pointe. Marie-Thérèse Casimirius soupçonne plusieurs cadres municipaux d'avoir profité de primes sur la base de faux documents. Selon elle, 2 millions d'euros auraient été détournés des caisses de la commune ces dernières années. Pourtant, seuls 150 000 euros pourraient faire l'objet de remboursement. Les explications de Céline Chalonneau. C'est l'heure du grand ménage à la mairie de Basse-Pointe. Dans le collimateur, plusieurs cadres de la municipalité qui auraient indûment perçu des primes. Ils auraient empoché 3 à 4 fois par an des sommes qui n'étaient pas cumulables, et ce, au détriment des autres agents. Il y a déjà une gestion, à mon avis, discriminatoire au niveau du personnel. On ne peut pas accepter et tolérer que un certain statut, qu'il y ait des primes qui soient attachées à un statut. J'estime que la force d'une collectivité, qu'elle soit publique ou privée, c'est son personnel. Donc s'il y a des primes pour une catégorie de personnes, il doit y avoir des primes pour tout le monde. La valeur exacte du préjudice n'est pas encore confirmée, mais on parle de centaines de milliers d'euros. Le nouveau maire a saisi la justice et entend bien faire toute la lumière sur ce scandale, afin que les sommes encaissées soient entièrement remboursées. Je dois être transparente par rapport à la population, à qui je dois rendre compte d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de dysfonctionnements, parce que qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière, en termes de gestion, ces dysfonctionnements gênent un petit peu le processus que j'avais, moi, prévu de mettre en place. Dans la commune, la révélation de cette escroquerie présumée suscite l'indignation. Il n'y a pas de mettre en poche, et puis voilà, il faudrait y payer, il faudrait y ramener. C'est intéressant puisque Basse-Pointe n'avance pas. Basse-Pointe n'est pas en avant, et bien ces dernières communes de la Martinique, c'est Basse-Pointe. Donc on demande aux jeunes d'aller bosser et puis on sait qu'il y a du monde à côté qui en profite là-dessus et puis après on dit que la commune n'y a pas de sous, donc ça fait beaucoup quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas que ça, il doit y avoir d'autres choses aussi. Alors si le maire le dit, si c'est madame le maire qui le dit, elle a des preuves, elle a peut-être raison, je ne peux pas aller plus loin. Après la trêve des grandes vacances, la municipalité envisage une remise à plat de la question de la gestion complète du personnel. Elle a d'ores et déjà donné rendez-vous au syndicat le 15 septembre. À Basse-Pointe, la rentrée promet d'être très mouvementée. Justice, en bref, les agresseurs du chanteur guadeloupéen Saïk, jugés depuis hier, ont écopé de 4, 5 et 6 ans de prison. En août 2012, ils avaient agressé l'artiste à la sortie d'un concert à Petit-Bourg, en Guadeloupe. Saïk avait alors écopé de 6 mois d'ITT. Parmi les hommes condamnés, un autre artiste, Mikey Dingla. Il devra effectuer 5 ans de prison et devra encore passer aux assises dans une affaire de tentative de meurtre sur un gendarme. Les choses s'éclaircissent plus de 2 semaines après le blackout qui avait affecté la Martinique. Cet après-midi, EDF faisait le point sur les coupures des 6 et 7 juin dernier. Après enquête, elle serait, semble-t-il, due à un court-circuit qui a fait disjoncter le réseau. Depuis plusieurs semaines, des experts planchent sur une série d'actions à court et long terme afin de sécuriser ce fameux réseau et d'éviter que ce type d'incident se reproduise. Écoutez les précisions du directeur d'EDF Martinique. Il répond à Michelet François. On doit finalement, pour des défauts comme ça,
avoir des protections qui doivent pouvoir réagir en 0,1, 0,2 secondes pour vraiment circonscrire le défaut et pas perturber le reste de la maison, hein, le reste du système. Et là, on travaille aujourd'hui avec nos experts, avec notre ingénierie pour rajouter ces protections. Donc ça va être une étape qui va prendre entre 2 et 6 mois. On est en train de modifier finalement nos mécanismes pour rééquilibrer les balances rapidement. C'est-à-dire que si jamais on a à nouveau un problème comme ça, il vaut mieux couper un quartier plus vite, mais pouvoir le ralimenter un quart d'heure après que d'avoir un blackout. Et donc là, on est aussi en train de travailler sur cet aspect-là. En parallèle, on a aussi d'autres actions qui sont là dans des durées un peu plus longues, qui consistent à faire une ligne sous-marine entre Bellefontaine et Fort-de-France pour renforcer les autoroutes de l'électricité et avoir plus finalement de sécurité. On a aussi la construction d'un nouveau poste à Schœlcher pour avoir aussi une infrastructure qui permette de mieux équilibrer l'énergie. Et les coupures d'électricité, c'est l'un des risques les plus courants lors des intempéries. Et la cause, ce sont souvent ces arbres qui tombent sur les lignes électriques. En pleine saison cyclonique, il est donc plus que temps de couper tout ce qui dépasse. Mais attention, pas question de le faire soi-même. L'élagage est une affaire de pros et demande de vraies mesures de sécurité. Loïc Régis, Céline Chalonneau. S'équiper et monter à l'aide d'une grue à plus de 10 mètres de haut, Patrice est un habitué de ce type d'intervention. Ce palmier pourri menace de s'effondrer sur la chaussée, il doit donc le découper en plusieurs morceaux. L'opération est particulièrement périlleuse. Je mets tout ce qu'il faut, griffe, harnais de sécurité, longe, rappel, casque de sécurité, surtout le casque, et aiguiser bien sa tronçonneuse et toujours avoir la tronçonneuse adéquate. Même s'il faut en avoir 10, mais toujours avoir un matériel adéquat. Dans cette école de Fort-de-France, c'est aux branches d'un immense manguier que s'attaquent les agents municipaux, spécialistes de l'élagage. Une opération répétée 2 fois par an dans une centaine d'espaces publics de la ville capitale. À ce moment de l'année, parce que c'est la période cyclonique, on va dire, et puis on va dire c'est un danger pour les enfants. L'objectif c'est de ne pas tuer l'arbre, mais ça monte un peu trop haut. Alors on élague un peu dessus, l'élagage, et puis mettre à hauteur d'homme à peu près. Les particuliers sont eux aussi invités à procéder aux travaux d'élagage dans leur jardin. Mais attention, pour ce type d'intervention, mieux vaut faire appel à une équipe de professionnels. Couper un arbre, c'est pas toujours évident. Il faut avoir la technique qu'il faut. Et pour ne pas faire du n'importe quoi, parce qu'il y a un danger. C'est pourquoi des fois on voit quelqu'un qui a été élagué, puis soit qui est tombé, qui a eu un problème par rapport à l'appareil, aux outils. Si vous souhaitez faire appel à une société spécialiste des travaux d'élagage, comptez environ 50 € pour une intervention de base. Et puisqu'on est dans le jardin, notez que la lutte contre les gîtes à moustiques continue. Demain, les équipes du Conseil général et de l'Agence régionale de santé rendront visite avec les agents de la ville du Lorrain aux habitants du quartier Séguineau. La mairie invite donc la population à leur réserver le meilleur accueil. Partons maintenant en mer à la chasse aux lions. Depuis quelques années, ces poissons agressifs ont envahi nos eaux. Afin de stopper leur prolifération, les professionnels de la mer s'organisent. Ce matin, lors d'un atelier, les marins-pêcheurs ont pu apprendre à modifier des casiers à langoustes afin d'en faire des pièges à poissons-lions. L'idée vient d'un chercheur de la protection de l'environnement des Bermudes, une technique qui a déjà fait ses preuves et qu'il a pu transmettre dans le cadre de la semaine de la pêche et de l'aquaculture de l'Espace Sud. Aux Anses d'Arlet, le reportage d'Océlia Cartès et d'Isabelle Ferrière. Pas de sortie en mer pour ces marins-pêcheurs. Aujourd'hui, ils découvrent une nouvelle nasse. Johanna Pitt est chercheur spécialiste de l'environnement aux Bermudes. À l'aide de caméras sous-marines, elle a longuement étudié le comportement du poisson-lion, ce qui lui a inspiré ce casier inédit. Les poissons-lions aiment se positionner sur le dessus des casiers. Ça fait partie de leur comportement, c'est ce qu'ils font dans leur milieu naturel. Nous avons donc imaginé un système qui, une fois installé sur la nasse, permet aux rascasses de se faufiler au travers. Ces derniers se retrouvent alors pris au piège. Ce système permet de capturer entre 5 et 13 spécimens à la fois. Ces marins-pêcheurs sont attentifs. À 12 € le kilo, la rascasse représente une opportunité d'augmenter leurs revenus. En ce moment, monsieur tout le monde achète le poisson-lion plus que les autres poissons. Parce que au goût, c'est très goûteux et c'est comme on le vend pratiquement. Avec sans épines, c'est facile pour que la clientèle achète. Ce sont aussi des poissons qui peuvent créer des plus-values sur notre chiffre d'affaires parce que c'est maintenant de plus en plus très demandé. Cela ne fera que du bien à notre entreprise.
Le poisson-lion se retrouve peu à peu à la carte de quelques restaurants. Reste à inciter le Martiniquais à se laisser tenter. Une fois débarrassé de ses épines vénéneuses, la rascasse serait délicieuse. On reste sur l'eau, le monde marin est très touché par la mort de Patrick Forbin. Le 15 juin dernier, cette figure emblématique de la voile traditionnelle était frappée par un accident vasculaire cérébral. Il s'est finalement éteint hier à 57 ans. Pour les passionnés de bateaux en Guadeloupe, c'est un père qui s'en est allé. Le reportage de Linda Kayarsi. Amoureux de la mer depuis sa plus tendre enfance, Patrick Forbin était issu d'une longue lignée de navigateurs. Une passion de la mer qu'il a transmise à ses fils, Mathieu et Marc. On a pris le relais d'arrache-pied dès qu'on a eu l'âge de travailler. On a fait notre cursus scolaire. On a bien repris le flambeau bien comme il fallait et c'est bien pour ça que pour lui, il ne nous le disait pas franchement, mais ses amis venaient nous le dire, qu'on était une grande fierté pour lui. On doit garder de lui le souvenir d'un grand homme qui a fait de belles choses pour la Guadeloupe, surtout sur le plan sportif. Donc c'est un bâtisseur en fait, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui a fait de belles choses, de très belles choses de sa vie, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan professionnel. Franchement, on perd un grand homme. Grande figure et grand défenseur de la voile traditionnelle en Guadeloupe, il était aussi le patron de chantier naval à carénage à Pointe-à-Pitre. Grand constructeur naval, il était aussi un skipper hors pair. Patrick Forbin a été vainqueur du Tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle en 2007. C'est lui qui participera à la renommée de l'épreuve. Il était rigoureux, mais il était aussi un donateur. Le soir, venu pendant le Tour de la Guadeloupe, s'il y avait un canot qui était cassé ou il y avait un souci, ben, il prenait ce canot-là et il l'amenait au chantier et il réparait le canot dans la nuit, quoi. Donc c'est aussi quelqu'un qui a aidé beaucoup au niveau, je dirais, secours en mer. Donc il a été toujours présent. Et au fil des années, il s'est forgé un peu vraiment la bête, entre guillemets, vraiment le vigoureux, le compétent qui répond à tout, quoi. Patrick Forbin, valeureux régatier reconnu par ses pairs, a hissé les voiles vers de nouveaux horizons. Il était âgé de 57 ans. Retour en Martinique avec, en bref, un point sur l'actualité sociale. Notez que les agents des centres culturels du Cermac sont mobilisés depuis lundi. Ils réclament une reconnaissance véritable de leur existence au sein de la structure Cermac, le respect de leurs actions et de meilleures conditions de travail. Et puis pour ce qui est de la grève à Servichef, la direction a reçu l'ensemble du personnel ce soir. Elle a également réaffirmé son respect des règles d'hygiène et a tenu à rappeler par communiqué le caractère, je cite, illicite du mouvement de grève de ses employés. Allez, prenons l'air et montons à Califourchon pour continuer notre série sur les chevaux, des animaux dont l'un des proches est le maréchal Ferrand. En Martinique, il n'en existe officiellement que 2. Des centaines d'équidés passent entre leurs mains et pas que pour leur poser des fers. La santé du cheval fait également partie de leurs préoccupations. Un travail d'attention et de précision qui peut également s'avérer dangereux, mais dont ils sont on ne peut plus fiers. Louis Sabas a passé quelques heures avec l'un d'entre eux. Regardez. Tablier, pince, marteau et fer à la main, Pascal est prêt à rencontrer son premier client, un cheval dont il doit remplacer les fers. Je vais dériver, c'est-à-dire je vais retirer les rivets des clous de cette ferrure-ci. C'est pas douloureux parce que je tape sur la corde en fait. Tout ce qui peut gêner, c'est un peu les vibrations, mais sinon, ça lui fait pas mal. Voilà. Vient la phase du parage. Le temps que les nouveaux fers chauffent dans la forge, le maréchal Ferrand travaille le sabot du cheval. Je vais rafraîchir le pied, tailler tout ce qui est trop long. Ça va me permettre déjà d'évacuer tout ce qui ne sert plus à rien dans son pied. C'est en gros une petite manicure, quoi. Il nettoie, racle, coupe et lime les sabots des chevaux. La proximité avec des animaux dont le poids peut atteindre plus de 500 kg n'est pas sans risque. J'ai eu des coups de pied, ça je pense que c'est inévitable. Mais c'était sur les fesses ou sur les jambes, donc ça va, j'ai pas eu trop de dégâts à part des gros bleus. Une fois je me suis envolé. Et je suis retombé fort aussi sur les poignets, donc des petites entorses, des trucs comme ça, quoi.
Plus qu'une activité qui consiste à simplement poser des fers, elle nécessite aussi des connaissances sur l'anatomie du cheval. Un mauvais parage, une pose de fer ratée ont des répercussions sur la santé de l'animal. On peut causer des tares, donc ça va être des petites poches d'eau pour faire simple, ou bien des surosses, des choses comme ça. Donc qui vont gêner le cheval, qui vont gêner dans l'allure et qui peuvent se répercuter sur le dos. Pascal est l'un des 2 maréchaux ferrants officiellement reconnus en Martinique. Chaque mois, c'est une centaine de chevaux qui sont confiés à ses soins. Ah, il est gentil. Et je vous rappelle que tous ces professionnels des chevaux seront sur la savane de Fort-de-France les 27 et 28 juin prochains pour le Matinique Cheval Show. Eux aussi ont 4 pattes et peuvent être très puissants. Les chiens, les meilleurs amis de l'homme, sont aussi de sacrés sportifs. Comme les chevaux, ils ont même leurs médailles et leurs victoires. Au terrain cynophile de Carrère au Lamentin, ils concourent pour obtenir leur pass Agility, une épreuve d'agilité donc et de rapidité délivrée à des chiens de toute taille, épaulés par leur maître. Et comme tous athlètes, ils ont même leur public. Voyez plutôt le reportage de Céline Chalonneau. Ils en ont bavé. Au programme slalom, haies, passerelles et tunnels. Sous une chaleur torride, les chiens se livrent à un vrai parcours du combattant. Oui, c'est bien ça. Les concurrents démontrent leur agilité physique, mais c'est aussi l'occasion pour chiens et maîtres d'évaluer leur niveau de complicité lors de ce concours d'agility. Finalement, il y prend du plaisir et moi aussi, parce que bon, on fait les exercices, on fait l'agility, mais aussi, depuis qu'il vient ici, il est beaucoup plus obéissant. J'arrive beaucoup plus facilement à le faire obéir. Loin d'être une question de taille, l'agility est une discipline où l'éducation du chien doit être positive. Aimer son chien, jouer avec lui, oui, mais savoir le maîtriser reste primordial, surtout quand au bout de la laisse, on tient plus de 30 kg de muscles. J'ai vraiment choisi de faire ce travail sur mon chien pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'on a un chien, le chien fait ce qu'il veut, quoi, il fait sa vie, quoi. Non, non, c'est une éducation, c'est un travail à avoir avec son chien. Les concurrents sont tous des passionnés. Pour le président de cette association, la Mantinoise, le nombre d'adhérents augmente chaque année car les mentalités ont évolué. Le canidé a aujourd'hui une place à l'intérieur des foyers martiniquais. C'est vrai que le chien qui était attaché à 1 ou 2 mètres de corde et qu'on donnait les os, le reste du repas, tout ça, l'état d'esprit a beaucoup changé, les populations ont évolué et effectivement l'image du chien aussi a évolué grâce à beaucoup d'associations qui recueillent effectivement les chiens abandonnés. Un dernier petit tour et puis s'en va. Tous les chiens peuvent pratiquer ce sport, même les chihuahuas. Mais attention, il ne s'agit pas d'un concours de dressage. Obéir au doigt et à l'œil, cela demande de la régularité, mais surtout de la patience. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira à Basse-Pointe où les travaux de l'église vont débuter après 8 ans de fermeture. Première étape aujourd'hui, le décrochage des cloches. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite vers le Prêcheur à la rencontre d'un artiste dont les sculptures n'ont pas échappé à ceux qui passent vers Font-Canonville. Vous verrez ça dans le JT des communes. Mais avant, parlons sport avec la 2e édition du camp handball. Depuis ce matin et jusqu'à vendredi, une équipe de haut niveau composée d'un arbitre fédéral, d'un entraîneur de l'équipe de France et de joueuses professionnelles accompagne les jeunes athlètes. Un rassemblement mené par la joueuse Cathy Piégos qui nous a rejoint au pas de course. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Ce matin, ce sont une cinquantaine de jeunes âgés de 14 à 17 ans qui ont pu bénéficier de vos conseils. C'est vraiment un beau moment. On va en parler dans un instant. C'était aussi l'occasion de détecter de futurs talents. Avant d'en parler avec vous, je vous propose de voir ce reportage de Loïc Régis. Merci. C'est une star, que c'est un honneur d'être là avec elle et elle nous apprend des choses. Je l'ai juste vu jouer à la télé. Et de la voir en vrai. Eh ben, c'est toujours un plaisir. Hein. Ça fait du bien de savoir qu'on est bien encadré. Je sens que je peux évoluer et ça peut me rapporter beaucoup de choses pour le futur. C'est une aventure à vivre vu que c'est avec des professionnels quand même et que voilà, je suis un peu content et fier de pouvoir y participer.
Alors Cathy Piéjos, chaque année, les vacances sont toujours l'occasion de mettre sur pied ce genre de camp, hein, en hand, en basket, en foot. On a toujours les grands internationaux et surtout ceux qui viennent du pays, qui viennent ici pour partager avec les jeunes. À quoi ça sert, ce genre de rendez-vous? À quoi ça vous sert? Quelle utilité ça a auprès des jeunes? Déjà, ça me sert à transmettre mon savoir, parce que j'ai un parcours complètement atypique. Donc, je suis partie très tard en Martinique, de la Martinique. Donc, du coup, ça permet aux jeunes de leur donner l'expérience que j'ai pu acquérir. Et puis pour eux, c'est un vrai bonheur, on vient de les entendre. Complètement, ils sont très contents. L'année dernière, donc la première édition, j'ai eu 30 filles. Et là, cette année, il y en a 51. Et filles et garçons, donc ils sont vraiment contents et on sent vraiment qu'ils ont besoin de ça. Le handball a longtemps vécu dans l'ombre d'autres sports collectifs sur un plan médiatique. Je pense au foot, je pense au rugby. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que le hand a retrouvé ses lettres de noblesse quand on voit 50 enfants comme ça venir pour le redécouvrir? Bien sûr, je pense que notamment par rapport aux résultats de l'équipe de France masculine, et puis les filles aussi, hein, on a fait pas mal de résultats. Bon, pas comme les garçons, mais c'est pas mal aussi. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un bel engouement pour le handball, surtout en Martinique, c'est le deuxième sport. Ça a toujours été, et effectivement, on le voit donc, sur le camp, ils répondent présents, donc ils ont besoin de ça, de cette aide, et le handball commence à être un peu plus médiatisé. Vous parliez de l'équipe féminine, il y a également l'équipe féminine de football qui s'est qualifiée récemment pour les quarts de finale au Canada. Est-ce qu'entre filles, même dans des sports différents, sachant que les filles ont toujours peut-être plus de mal à se faire représenter ou en tout cas à s'imposer, est-ce que vous êtes plutôt solidaire? Oui, j'ai des contacts avec Wendy Renard, donc c'est vrai, Sandrine Gruda, donc c'est vrai qu'on a des contacts, on échange souvent à ce niveau, au niveau de notre sport, même si c'est différent, mais c'est toujours les mêmes sacrifices, donc le même engagement, la même rigueur, donc dans tous les sports c'est comme ça, donc je pense que c'est le même boulot qu'on fournit. Je reviens sur votre parcours rapidement, 8 ans au réveil sportif du Gros Morne, 3 ans au Havre, 9 à Metz, quelques mois à Fleury-Loiret, quelques mois au Dynamo Volgograd en Russie. Vous voilà maintenant à la SCAN pour quelques mois aussi? C'est fini, c'est fini, voilà. Ça y est, c'est terminé. Exactement. Alors quelles sont vos ambitions maintenant? Ma reconversion, qui est très importante. Voilà, je pense que j'ai assez donné et j'ai envie de passer à autre chose et je me consacre à ma reconversion. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais rester dans le domaine du sport. Voilà, donc encadrer les jeunes et leur permettre justement de partir dans des clubs en France ou etc. S'ils veulent faire plus, puisque l'expérience que j'ai vécue en Russie, ça a été vraiment extraordinaire. Et justement, à l'issue de ce camp, on a intégré des cours d'anglais et des cours de langue de signes. Donc ces enfants-là apprendront les bases du lexique handball et qui leur permettront justement de retranscrire sur le terrain et de pouvoir communiquer par la suite avec, s'ils prétendent à faire une carrière internationale, avec des personnes qui vont côtoyer. C'est un très beau projet. Vous avez été détecté assez tard, vous le disiez tout à l'heure, vous avez quitté la Martinique à 21 ans pour le Havre. C'est un peu finalement la preuve que les jeunes sportifs martiniquais peuvent encore espérer au-delà de 18 ans, parce qu'en général on est détecté très tôt, 13-14 ans par là. Exactement, donc en fait c'est pour ça que je fais ces camps. Donc avant j'avais pas le temps avec l'équipe de France, donc là maintenant j'ai un peu plus de temps. Donc je fais ces camps par rapport à ça, donc par rapport à l'histoire que j'ai. Je suis partie très tard, donc effectivement pas 21 ans mais 19 ans. Et c'est vrai que c'est très très tard parce que je suis arrivée, je n'avais pas le niveau. Mais n'empêche que j'ai réussi parce que je me suis donné les moyens. Donc c'est pour ça que je le fais. Parce qu'il y en a qui peuvent aller au Pôle Espoir ou qui n'y sont pas, etc. pour diverses raisons. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne feront pas des joueurs professionnels. Parce qu'il y en a qui sont aussi au Pôle Espoir et qui ne réussissent pas. Donc la porte elle est ouverte à tout le monde. Et c'est un petit peu le but, quoi. Voilà. Beau message d'encouragement. Merci beaucoup, Merci à vous. Cathy Piéjos, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que votre camp se termine vendredi. Voilà, donc vendredi, avec un match de gala. Exactement. Donc on termine justement avec les joueuses qui sont invitées, parce que je n'ai pas précisé qu'il y a les joueuses internationales qui sont là avec moi, qui ont accepté de venir, et l'entraîneur de l'équipe de France. Donc ils m'accompagnent sur ce camp. Et donc ça fait plaisir justement aux jeunes d'avoir des entraîneurs qui sont quand même très capés. Et c'est très important, comme ça, en vue de détection. Voilà. Et on fera un match de gala contre une sélection de la Martinique. Vendredi. Voilà, vendredi. Voilà. Et il y aura du handball en fauteuil, que j'ai intégré dans le camp. Fantastique. Merci beaucoup, Merci Cathy Piéjos, d'avoir été avec nous. Un concert pour aider les drépanocytaires. L'idée est celle du Kiwanis Club de Shelcher. Au micro, Ezi Kenenga, c'était hier soir sur la scène de l'Atrium. Objectif de cette soirée caritative, aider les enfants souffrant de cette maladie génétique du sang à prendre des vacances. Nombreux sont ceux qui ont répondu à l'appel et parmi eux, Michel François.
C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers et tout de suite le JT des communes. Le JT des communes qui commence à Basse-Pointe où les catholiques se réjouissent ce soir. Interdite à la population pour des raisons de sécurité depuis 2007, l'église de la ville va enfin faire l'objet de travaux lors du passage du cyclone Dean et après le séisme qui avait suivi. Elle avait été fortement dégradée. Le public avait alors dû suivre la messe dans une chapelle annexe. Mais ce matin, les 5 cloches de l'église datant du 19e siècle ont été décrochées et bénies par Monseigneur Macaire. La promesse d'une renaissance pour la bâtisse pointoise. Le reportage de Céline Chalonneau. Dernier coup de cloche avant les grands travaux de rénovation. Un moment qu'Émilien Saban n'aurait manqué pour rien au monde. Ce pointois de 84 ans a grandi au rythme de ces cloches qui résonnent depuis l'heure de son baptême. Ça fait assez longtemps que nous n'avons pas d'église et on demande que l'église soit réparée. C'est pourquoi nous sommes tous là. Et puis pour prier pour que nous puissions avoir notre église de Saint-Jean-Baptiste. Parce que je vais partir bientôt rencontrer mon père qui est là-haut, mais je veux que c'est dans cette église-là qu'on va faire mon terme. Du haut de leur 1 tonne 500 chacune, les 5 belles dames de l'église de Saint-Jean-Baptiste pèsent dans l'histoire de la commune. Aujourd'hui, elles ont été descendues par une entreprise spécialisée qui a dû se plier à une commande bien particulière. La municipalité nous a demandé de prendre la méthode ancienne, c'est-à-dire avec des palans, pour que les paroissiens puissent voir la descente des cloches. Nous utilisons actuellement un palan de 2 tonnes avec une chaîne. Et la cloche que vous voyez là, il y a la chaîne suspendue là-haut qui descend la cloche sans aucun problème, lentement. Et il faut compter 2 heures pour descendre la grosse cloche. Pour les Pointois venus nombreux, cette descente des cloches nourrit déjà l'espoir de les réentendre très bientôt résonner dans une église rénovée. Depuis Dean, Basse-Pointe est la seule commune du Nord privée de paroisse. J'ai 77 ans et j'ai grand espoir de revoir mon église. Je pense que bientôt on aura notre église pour pouvoir venir à la messe comme d'habitude. Comme elle est vieille, comme elle est abîmée, maintenant s'il faut la nouvelle, je pense que c'est très bien. Et en plus, ça a fait la Père Macaire faire le déplacement. Nos cloches voilà, qui sont en train de descendre, qui sont là, ne sont rien d'autre que le symbole de ce que doit être chaque chrétien, quelqu'un qui annonce. Les cloches, mais aussi l'église fondée au XVIIe siècle, sont aujourd'hui classées au patrimoine historique. Ce dépôt de cloches est la première étape du grand chantier de rénovation de Basse-Pointe. Attention aux coupures d'électricité à Fort-de-France, au Terre-Saint-Ville et avenue Jean Jaurès au centre-ville de 8h30 à 12h30. Il n'y aura pas de courant. Pas d'eau non plus dans les quartiers Trenel, avenue Pasteur et hôpital Clarac de 9h à 17h, toujours à Fort-de-France. Et puis comme tous les jours, pour terminer ces infos pratiques, un œil sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking du centre commercial Place d'Armes de 9h à 13h demain. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. On termine ce journal avec une balade sur la route du Prêcheur vers Fontcanonville. Impossible de louper le travail d'Hippocrate. Des œuvres imposantes d'inspiration précolombienne avec lesquelles cet artiste entend parler d'une Martinique d'un autre âge. Hubert Bornil et Guy Raphaël René sont allés à sa rencontre. Ma mémoire a survécu, ton âme est libre. Extrait de texte signé Hippocrate, le rebelle. C'est cette femme, Hippocrate, qui a conçu cet espace ici à Fontcanonville. Un rappel historique, quelque chose qui a énormément de valeur pour notre pays, Martinique.
Forcément, car située en bordure de route, cette structure dessinée et mise en relief par l'artiste Hippocrate interpelle, suscite la curiosité ou provoque tout simplement chez certains l'envie de passer rapidement son chemin. C'est tout le côté à la fois savant et mystique de l'espace. 34 gardiens pour 34 communes, pour une pensée unique qu'on n'a pas encore, mais ça viendra peut-être. L'amour universel. Jusque-là, beaucoup de choses ont été dites sur le tombeau des esclaves, mais la version d'Hippocrate mérite d'être entendue. Les gens qui vivaient sur l'île, je ne vais pas dire des autochtones ni des Amérindiens, c'est non pour rien, qui vivaient ici avaient d'autres croyances que nous. Ils croyaient beaucoup au dieu du volcan. Ils allaient faire la guerre aux îles à côté pour amener des captifs. À un moment bien précis, ils les précipitaient avec beaucoup de cérémonies, du rocher, du bateau, du tombeau, là, en hommage au dieu du volcan. J'ai été protégée de la mémoire collective parce que j'avais une mémoire primitive en moi. Et cette mémoire primitive me permet de toucher le ciel avec le doigt. Après des années de dur labeur, notamment pour l'entretien du site, l'artiste dépose le tablier, convaincu que son œuvre ne tombera jamais dans l'oubli. J'ai été énormément soutenue par les gens de la Sablière. Jusqu'à maintenant, et je m'en vais en leur laissant ce lieu, qu'ils entretiennent ce lieu, qu'ils prennent soin, parce que je suis sûre qu'ils le feront comme je l'aurais fait moi-même. Voilà, donc très belle histoire contée par Hippocrate, le rocher du tombeau des Caraïbes. C'est sur Font-Canonville, non loin de la Sablière, donc profitez pour y aller pendant ces vacances, pourquoi pas. Et faire vos vœux. Voilà, Hubert Bornil et toujours ses bonnes idées à travers la Martinique. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas dans un instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.